Tout a basculé quand les tomates ont cessé de pourrir. Sur les marchés, les conserves importées, 3 fois plus chères, remplissaient les étals pendant que les récoltes locales se perdaient. Et si Ibrahim Traoré avait misé sur une seule décision? Derrière une tomate sauvée du gaspillage, le Burkina Faso teste vraiment une promesse simple mais risquée. Transformer sur place ce qu'il produit, garder la valeur au pays et montrer que des routes, du soleil et des récoltes peuvent suffire, à condition d'être exploitées au bon endroit et au bon moment. La promesse est claire. Expliquer comment une stratégie d'autosuffisance fondée sur des ressources locales peut modifier durablement l'économie d'un pays enclavé. Pour le lecteur, l'enjeu est concret. Comprendre pourquoi cette expérience mérite plus qu'un regard rapide sur les Burkina Faso News. Il ne s'agit pas seulement d'agriculture ou d'énergie, mais d'un pari sur la capacité d'un État à garder la valeur qu'il produit au lieu de l'exporter brute. Dans un contexte marqué par la dépendance aux corridors côtiers, aux importations coûteuses et à une aide extérieure parfois instable, chaque décision structurelle pèse lourd. Si la stratégie réussit, elle pourrait offrir un précédent régional rare, observé bien au-delà du Burkina Faso. Si elle échoue, elle renforcerait l'idée qu'un pays pauvre en capitaux ne peut viser trop haut sans appui massif. C'est précisément cette ligne de crête entre espoir mesurable et risque réel qui rend l'expérience portée par Ibrahim Traoré si décisive aujourd'hui. La première révélation tient en une donnée longtemps ignorée. Avant toute transformation locale, des milliers de tonnes de tomates étaient perdues chaque année, puis en quelques années, la production aurait augmenté d'environ 40%. Ce basculement chiffré suffit à changer la nature du débat, car il transforme une promesse politique en résultat observable, immédiatement mesurable. Ce chiffre explique pourquoi l'attention portée à Ibrahim Traoré ne relève pas seulement du discours, mais d'une lecture attentive des effets concrets. Une politique de souveraineté cesse d'être abstraite lorsque ce qui était gaspillé devient une source de revenus intégrée à une chaîne de valeur nationale. Dans un pays enclavé comme le Burkina Faso, cet élément est décisif, car chaque tonne transformée localement réduit la dépendance aux importations et aux circuits logistiques extérieurs. Pour comprendre la portée de cette donnée, il faut revenir au contexte structurel. Pendant des décennies, l'économie burkinabé a fonctionné sous contrainte. Corridors commerciaux contrôlés par des voisins côtiers, énergie importée à coût élevé, infrastructures insuffisantes et aides extérieures irrégulières. Les crises politiques ramenèrent ponctuellement le pays dans l'actualité internationale sans jamais permettre une analyse de fond sur les mécanismes économiques internes. Dans cet environnement, l'autosuffisance n'apparaissait pas comme un slogan, mais comme une tentative de réponse à une fragilité persistante. Transformer les récoltes sur place, produire de l'énergie grâce au soleil, financer des infrastructures avec des ressources internes et relier les zones rurales au marché devenaient autant de tests grandeur nature. Chaque projet n'était pas isolé, mais pensé comme une pièce d'un puzzle plus large. Ce cadre explique pourquoi une statistique agricole, longtemps reléguée au second plan, devient aujourd'hui centrale. Elle sert de première réponse à la question ouverte dès le début. Comment une décision apparemment simple peut-elle amorcer une transformation systémique sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré? Pour rendre lisible cette dynamique, un personnage sert de fil conducteur. Il ne s'agit pas d'un héros isolé, mais d'un point d'ancrage permettant de relier des projets dispersés à une trajectoire cohérente. Ibrahim Traoré apparaît dans ce rôle non comme une solution en soi, mais comme l'incarnation politique d'une orientation devenue visible dans le quotidien. Les premiers effets se manifestent à travers des situations concrètes. Dans les zones rurales, les agriculteurs sortent d'un cycle frustrant. Leurs tomates ne s'entassent plus au bord des routes sans débouché.
L'existence d'une usine de transformation crée un acheteur stable, ce qui change la relation au travail agricole et réduit les pertes post-récolte. La récolte cesse d'être un pari incertain pour devenir une activité mieux anticipée. Un second impact se lit du côté de l'emploi. Les ouvriers recrutés dans les unités de transformation découvrent un modèle où la valeur ajoutée reste sur place, reliant directement production locale et revenus distribués sur le territoire. Ce lien renforce la perception que l'économie ne fonctionne plus uniquement vers l'extérieur. Un troisième signal précoce concerne les services essentiels. Dans le secteur de la santé, l'ouverture d'infrastructures financées par des ressources internes rapproche les soins des populations, limitant les déplacements longs et coûteux. Ces changements, encore partiels, produisent un effet de crédibilité. Le "so what" est clair. Avant même d'atteindre sa maturité, la stratégie commence à modifier des routines quotidiennes. C'est à ce stade que le rôle d'Ibrahim Traoré devient lisible non dans le discours, mais dans l'articulation entre décisions publiques et effets observables. Le point de départ se situe avant toute annonce spectaculaire. Pendant des années, l'agriculture burkinabé révèle une impasse silencieuse, des récoltes abondantes mais mal intégrées à l'économie nationale. Les tomates s'accumulent au bord des routes, se dégradent sous la chaleur et échappent à toute transformation. Les producteurs n'ont ni prise sur les prix ni sur les volumes, ce qui alimente un sentiment d'injustice durable dans les campagnes. Ce gaspillage structurel renforce la dépendance aux importations alimentaires, alors même que les marchés locaux débordent de produits bruts non valorisés. La bascule intervient avec une décision précise: traiter sur place ce qui était jusque-là perdu. L'installation d'une usine de transformation marque une rupture nette dans la logique économique. Les conserves locales commencent à remplacer progressivement les produits importés, souvent 3 fois plus chers. Pour les agriculteurs, un acheteur stable apparaît enfin, ce qui réduit les pertes post-récolte et sécurise les revenus. Les ajustements techniques initiaux laissent de place à une montée en puissance régulière, accompagnée d'une augmentation estimée à environ 40% de la production. À ce moment, la transformation cesse d'être expérimentale pour devenir structurante. Cette étape agit comme un révélateur politique. La stratégie défendue par Ibrahim Traoré prend forme dans les perceptions publiques, car elle s'incarne dans un changement visible. Le gaspillage devient le symbole d'un avant que l'on cherche à dépasser, tandis que les stocks transformés représentent un après mesurable. Les entreprises locales observent que les chaînes logistiques gagnent en fluidité puisque les volumes restent dans le pays au lieu de suivre des trajets longs et coûteux vers l'étranger. Les transports s'ajustent, les prix se stabilisent et les producteurs commencent à planifier les saisons avec davantage de confiance. La rémanence du changement apparaît lorsque d'autres infrastructures entrent dans la dynamique. Les projets énergétiques permettent d'allonger les heures d'activité et de réduire la dépendance aux générateurs coûteux. Les routes améliorées raccourcissent les délais d'acheminement et diminuent les pertes. Ces éléments ne fonctionnent pas isolément. Ils renforcent la transformation agricole en lui donnant de la continuité et de la prévisibilité. Dans ce contexte, le rôle d'Ibrahim Traoré se lit moins dans les déclarations que dans la séquence elle-même. Le déclenchement agricole, la bascule industrielle et la rémanence infrastructurelle composent une trajectoire cohérente. Ce fil d'événements explique pourquoi l'expérience burkinabé attire l'attention régionale. Elle montre comment une décision ciblée peut amorcer une chaîne d'effets bien au-delà du secteur qui l'a vu naître. Au point de départ, la base était simple et vulnérable. Quelques années plus tard, le delta devient mesurable. Avant toute transformation locale,
une part significative des récoltes de tomates se perdait chaque saison. Après la mise en service d'une unité industrielle, la production aurait progressé d'environ 40%, inversant l'équation entre gaspillage et revenus. Cette variation n'est pas un détail statistique. Elle signale que la valeur ajoutée reste désormais dans le pays, au lieu de s'évaporer le long des chaînes d'exportation brute. Ce premier indicateur agricole sert de socle. Il montre que la transformation locale crée une marge économique immédiate, perceptible à la fois par les producteurs et par les marchés. La tomate, auparavant symbole d'impuissance structurelle, devient un produit stabilisé intégré à une chaîne de valeur nationale. Cette évolution explique pourquoi la stratégie défendue par Ibrahim Traoré commence à être évaluée sur des résultats plutôt que sur des intentions. Une politique de souveraineté devient lisible lorsqu'elle se traduit par une différence chiffrée entre un avant et un après. Le second faisceau de preuves concerne l'énergie. Le projet solaire Yelen permet désormais de connecter plus de 150 villages à une électricité produite localement. Ce chiffre, en apparence technique, entraîne une cascade d'effets mesurables. Les écoles peuvent fonctionner au-delà des heures de jour, les vaccins se conservent correctement et les commerces prolongent leurs activités sans dépendre de générateurs coûteux. L'autonomie énergétique réduit ainsi les dépenses récurrentes liées aux importations de carburant, tout en renforçant des services essentiels. Ici encore, le delta ne se limite pas à l'électricité. Il touche l'éducation, la santé et la viabilité économique locale. Le troisième indicateur clé concerne les infrastructures de transport. L'ouverture de l'autoroute reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire s'accompagne d'une hausse d'environ 25% des échanges commerciaux. Cette progression illustre un effet multiplicateur classique, mais rarement atteint dans un contexte enclavé. Les trajets raccourcis réduisent les pertes agricoles, stabilisent les prix et facilitent l'émergence d'activités le long du corridor. La route cesse d'être un simple ouvrage logistique pour devenir un instrument de croissance. Pris séparément, ces chiffres pourraient sembler sectoriels. Ensemble, ils forment une structure cohérente. L'agriculture transformée alimente les marchés, l'énergie locale soutient la production et les services, tandis que les routes assurent la circulation rapide de la valeur créée. Cette cohérence donne du poids à l'orientation portée par Ibrahim Traoré, car elle repose sur des indicateurs observables plutôt que sur des projections abstraites. Ces preuves chiffrées n'annulent pas les incertitudes, mais elles déplacent le débat. La question n'est plus de savoir si l'autosuffisance est possible en théorie, mais si la dynamique mesurée peut être maintenue et élargie dans le temps. C'est ce déplacement du discours vers les données qui constitue le cœur de l'expérience actuelle. La première critique sérieuse adressée à cette trajectoire concerne la capacité financière d'un pays pauvre en capitaux à soutenir des projets lourds sans appui extérieur massif. Les détracteurs rappellent que l'autofinancement n'est pas un choix idéologique, mais souvent une contrainte budgétaire risquée. Ils craignent qu'une mobilisation excessive des ressources internes n'entraîne des arbitrages défavorables, au détriment des dépenses sociales ou de la stabilité macroéconomique. Dans un environnement régional marqué par l'insécurité, ils soulignent aussi la fragilité d'infrastructures coûteuses exposées à des chocs exogènes. Une seconde objection vise la concentration sectorielle. Miser simultanément sur la transformation agricole, l'énergie solaire et une grande infrastructure routière exposent, selon eux, le pays à des aléas climatiques, techniques ou géopolitiques. Une mauvaise saison agricole pourrait perturber la filière tomate. Un incident sur un parc solaire réduire la production énergétique ou une tension régionale ralentir les échanges commerciaux. Pour ces critiques, l'autonomie ne doit pas se transformer en isolement.
au risque de voir les technologies et les marchés évoluer ailleurs. Face à ces arguments, les données disponibles apportent une réponse partielle mais structurée. L'augmentation estimée à environ 40% de la production agricole indique que la transformation locale crée une marge économique réelle capable d'absorber une partie des risques. Le raccordement de plus de 150 villages à l'électricité solaire montre que les gains énergétiques ne sont pas théoriques mais déjà diffusés dans le quotidien. La hausse d'environ 25% des échanges liés à l'autoroute suggère enfin que les infrastructures peuvent générer un retour mesurable, même dans un contexte contraint. Ces éléments ne réfutent pas les critiques, mais ils les déplacent. La stratégie associée à Ibrahim Traoré ne se situe plus au niveau d'une promesse générale, mais dans un arbitrage observable entre risques assumés et bénéfices déjà constatés. C'est dans cet équilibre encore fragile que se joue la crédibilité du modèle. Le point médian du récit ne révèle pas un projet supplémentaire, mais une logique nouvelle. L'usine de transformation, l'énergie solaire et l'axe routier cessent d'être perçus comme des initiatives parallèles pour former un ensemble interdépendant. Chaque élément commence à amplifier les autres, créant un effet de chaîne rarement observé dans un pays enclavé. La transformation agricole stabilise les volumes et les revenus, ce qui justifie des horaires de production plus longs. Cette extension devient possible grâce à une énergie locale fiable qui réduit les coûts et sécurise les activités. Les routes, de leur côté, accélèrent again la circulation des marchandises transformées, limitent les pertes et élargissent l'accès au marché. Aucun de ces leviers ne suffirait seul. Ensemble, ils changent l'équation. C'est à ce moment précis que la perception extérieure évolue. Les observateurs ne voient non plus une addition de chantiers, mais l'émergence d'un système. Les indicateurs se renforcent mutuellement au lieu de progresser de manière erratique. Cette cohérence explique pourquoi l'expérience burkinabé commence à être citée comme un laboratoire à ciel ouvert. Ibrahim Traoré se retrouve associé à ce basculement non par l'image, mais parce que les résultats soutiennent désormais la promesse initiale. Le midpoint révèle ainsi la clé du processus. La souveraineté ne naît pas d'un projet isolé, mais d'une articulation précise entre production, énergie et circulation. Pour les agriculteurs, le changement est d'abord tangible. Les récoltes de tomates ne s'entassent plus au bord des routes sans débouchés, car la transformation locale offre un acheteur régulier. Cette stabilité modifie le rapport au travail agricole. Les volumes deviennent plus prévisibles, les pertes post-récolte reculent et les revenus se consolident autour d'une production qui aurait augmenté d'environ 40%. Les familles rurales peuvent mieux planifier les saisons, investir progressivement et réduire une vulnérabilité longtemps subie. La souveraineté cesse ici d'être un concept pour devenir une sécurité économique relative. Pour les entreprises, notamment les petites et moyennes structures, l'effet est cumulatif. L'accès à une énergie solaire locale permet de réduire les dépenses liées aux générateurs et d'allonger les heures d'activité. Les routes améliorées raccourcissent les délais de transport et limitent les pertes, rendant les chaînes logistiques plus fiables. De nouveaux ateliers, dépôts et points de distribution apparaissent le long des axes, profitant d'un environnement plus prévisible. La valeur ajoutée circule davantage à l'intérieur du territoire au lieu de se disperser à l'extérieur. Pour les ménages, les conséquences se lisent dans le quotidien. Dans les villages raccordés à l'électricité, les enfants étudient le soir sous une lumière stable, les aliments se conservent mieux et l'accès à l'information s'élargit. Les soins deviennent plus accessibles grâce à des infrastructures sanitaires financées localement comme l'hôpital de Bobo-Dioulasso,
déjà fréquenté par plus de 100 000 patients. Ces améliorations ne transforment pas tout, mais elles modifient des routines essentielles, renforçant le lien entre politique publique et vie domestique. Pour la région et la géopolitique, l'expérience burkinabé commence à peser symboliquement. L'autoroute vers la Côte d'Ivoire fluidifie les échanges et démontre qu'un pays enclavé peut renforcer sa position dans un espace dominé par les corridors côtiers. La hausse d'environ 25% des échanges commerciaux et la contribution estimée à 2% du PIB attirent l'attention des observateurs régionaux. Le projet solaire Yellen, en réduisant la dépendance énergétique, devient un point de référence pour d'autres pays confrontés aux mêmes contraintes. Dans cette convergence des faits, Ibrahim Traoré apparaît comme le catalyseur politique d'une dynamique systémique. Les conséquences observées dans ces quatre groupes montrent que la stratégie dépasse un secteur unique. Elle produit un mouvement transversal où agriculture, énergie, routes et services sociaux se renforcent mutuellement. C'est cette cohérence, plus que chaque résultat pris isolément, qui explique pourquoi l'expérience continue de susciter débat et analyse. Dans un scénario de base, la trajectoire actuelle se prolonge sans accélération spectaculaire, mais sans rupture majeure. Les unités de transformation agricole stabilisent leur volume, consolidant les gains observés autour de la filière tomate. L'extension de l'énergie solaire progresse par paliers, village après village, renforçant l'autonomie locale sans bouleverser immédiatement l'équilibre national. L'autoroute vers la Côte d'Ivoire continue de soutenir les échanges, maintenant la hausse d'environ 25% déjà enregistrée. Dans cette hypothèse, le pays avance lentement, mais avec une cohérence qui réduit les retours en arrière. Dans un scénario optimiste, les résultats visibles attirent des investissements ciblés, notamment dans l'agro-industrie et les technologies solaires. La transformation locale s'étend à d'autres productions, élargissant la base agricole au-delà de la tomate. Les villages récemment raccordés à l'électricité voient émerger de petites activités économiques amplifiées par des routes plus fluides. Les infrastructures sanitaires gagnent en fréquentation et en crédibilité, renforçant la formation des compétences locales. Cette dynamique positionne le Burkina Faso comme un cas de référence régulièrement cité dans les analyses régionales et les Burkina Faso News. Dans un scénario sombre, des facteurs externes pèsent sur la trajectoire. Des tensions géopolitiques au Sahel ralentissent les échanges, réduisant l'effet de l'axe routier. Des retards techniques ou logistiques freinent l'impact des projets solaires dans certaines zones rurales. Les infrastructures existantes souffrent d'un entretien insuffisant, ce qui érode progressivement les gains initiaux. Les bénéfices agricoles tardent alors à se diffuser largement et des frustrations apparaissent face à un rythme jugé inégal. Plutôt que de chercher à prédire lequel de ces chemins prévaudra, une lecture plus utile consiste à observer la cohérence entre agriculture, énergie, routes et services sociaux. C'est la qualité des liens entre ces domaines, plus que la performance isolée de chaque projet, qui déterminera la solidité de la trajectoire dans les mois à venir. Pour celles et ceux qui suivent l'évolution économique du pays, l'expérience burkinabé offre un cas d'observation rare. Elle permet de voir comment la transformation locale, l'énergie solaire et les infrastructures routières modifient concrètement la circulation de la valeur. Les chiffres deviennent lisibles dans les situations quotidiennes, donnant chair à des concepts souvent abstraits. Cette lecture aide à dépasser le simple flux des Burkina Faso News pour comprendre des mécanismes de fond. Pour les habitants des villages raccordés à l'électricité, l'impact est immédiat. La différence entre une vie plongée dans l'obscurité et une vie éclairée se mesure dans l'étude du soir,
la conservation des aliments ou l'accès à l'information. Les familles qui fréquentent l'hôpital de Bobo Dioulasso perçoivent la valeur d'une structure financée localement, capable d'accueillir plus de 100 000 patients sans dépendance permanente à l'aide extérieure. Ces expériences ancrent la politique publique dans des réalités domestiques. Pour les commerçants et producteurs, les routes et l'énergie modifient les coûts, les délais et les marges. Les trajets raccourcis, l'électricité plus stable et la présence d'un acheteur industriel transforment la manière de planifier le travail. La souveraineté prend ici la forme d'une prévisibilité accrue, souvent absente auparavant. À travers ces prismes, le lecteur est invité à se situer. L'expérience associée à Ibrahim Traoré ne concerne pas uniquement un pays ou un dirigeant, mais interroge plus largement la manière dont des sociétés choisissent d'utiliser leurs ressources. Elle pose une question simple. Comment juger une trajectoire lorsqu'elle se construit pas à partir de transformations modestes mais cumulatives? La première étape consiste à étendre les infrastructures essentielles déjà engagées. L'agriculture transformée, l'énergie solaire et les routes doivent continuer à progresser de manière coordonnée. Les autorités peuvent cibler en priorité les zones agricoles où l'irrigation, l'électricité et l'accès routier produisent un effet immédiat sur les volumes et les revenus. Le suivi se mesure simplement. Nombre de villages raccordés, continuité énergétique et réduction des pertes post-récolte. La deuxième étape vise à diversifier la valeur ajoutée au-delà des secteurs initiaux. La transformation de la tomate a servi de déclencheur, mais l'enjeu devient d'élargir le modèle à d'autres productions agricoles et à des activités connexes. Cette diversification réduit la vulnérabilité aux chocs climatiques ou techniques tout en renforçant la base économique interne. La troisième étape concerne la formation des compétences stratégiques. Les infrastructures ne suffisent donc pas sans ingénieurs, techniciens, agronomes et gestionnaires formés localement. Les expériences menées dans la santé montrent déjà que l'investissement humain renforce l'autonomie. Étendre cette logique à l'énergie et à l'industrie permettrait de consolider les acquis dans le temps. La quatrième étape repose sur la cohérence politique. Chaque projet doit renforcer les autres, au lieu de fonctionner en silo. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré reste central. Maintenir une ligne claire afin que les décisions publiques convergent vers un même objectif plutôt que de se disperser sous la pression des urgences. Enfin, la cinquième étape consiste à sécuriser la trajectoire à long terme. Les partenariats régionaux sans renoncer à l'autonomie peuvent limiter l'isolement économique. La réussite se mesurera non par des annonces, mais par la capacité à maintenir les entamés, les gains observés, malgré les fluctuations extérieures. Le récit peut alors revenir à son point de départ, à cette image simple qui a servi de fil conducteur. Une tomate autrefois abandonnée au bord de la route devient le symbole d'un choix collectif, celui de ne plus laisser filer la valeur produite localement. Ce motif, modeste en apparence, permet de relier des infrastructures lourdes à des gestes quotidiens. Les routes éclairées, les récoltes transformées et les hôpitaux financés par des ressources internes composent désormais un paysage plus lisible. Les progrès ne sont ni spectaculaires ni instantanés, mais ils sont visibles dans les routines. Travailler plus longtemps grâce à l'électricité, vendre une production sécurisée, se soigner plus près de chez soi. Cette accumulation lente donne du sens à la notion de souveraineté économique. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure providentielle que comme un relais. Son rôle consiste à maintenir une cohérence politique permettant à ses projets de s'imbriquer plutôt qu'à dominer le récit. La transformation ne vient pas d'un discours unique, mais d'une série de décisions qui rendent possible l'effort collectif. La phrase transformer chez soi
ce que l'on produit retrouve ici toute sa portée. Elle ne décrit pas seulement une stratégie économique, mais une manière pour un pays de se redéfinir à partir de ses propres ressources, pas à pas, sans certitude absolue, mais avec une direction assumée. Arrivé à ce point, le récit n'appelle pas une conclusion tranchée, mais une ouverture. L'expérience burkinabé ne se résume ni à un modèle à copier, ni à un cas à rejeter. Elle propose surtout une autre manière de regarder les choix collectifs en partant des ressources disponibles plutôt que des dépendances héritées. Ce parcours invite à déplacer le regard. Au lieu de juger uniquement à l'aune des promesses ou des discours, il devient possible d'observer les liens entre agriculture, énergie, routes et services sociaux, et de se demander comment ces éléments peuvent se renforcer ou se fragiliser avec le temps. La souveraineté, dans ce cadre, n'est pas un slogan figé, mais un processus évolutif soumis à des contraintes réelles. La question reste donc ouverte et dépasse le seul Burkina Faso. Comment évaluer une trajectoire lorsqu'elle se construit par addition progressive plutôt que par rupture spectaculaire? À partir de quel signe décide-t-on qu'un pari collectif mérite d'être poursuivi, ajusté ou remis en cause? C'est dans cet espace de réflexion, nourri par les faits autant que par les débats, que la conversation peut se poursuivre.